Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des invités du Clémy. Aujourd'hui, nous recevons Xavier Gillet, formateur au pôle Labo Formation du Clémy, donc mon collègue bien-aimé, qui a comme autre identité d'être professeur des écoles et qui donc a préparé avec une collègue cette présentation sur la lecture d'images d'actualité avec les élèves au cycle 2 et 3. Donc ce webinaire s'inscrit évidemment dans la suite de notre cycle des invités du Clémy et de cette programmation spéciale premier degré que nous avons commencé en décembre avec le dessin de presse et continué la semaine dernière avec la radio à l'école maternelle. Xavier, je te laisse la parole. Merci Pauline. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints donc pour ce webinaire. Donc, comme le disait Pauline, je fais partie du pôle formation du Clémy. Donc, je ne suis pas vraiment un invité du Clémy, mais on a une invitée par procuration. C'est notre collègue professeur des écoles, Anne Lejuste, avec laquelle nous travaillons à intervalles réguliers et qui a beaucoup travaillé dans sa classe dans la ville d'Orléans sur notamment la question de la lecture d'images d'actualité avec des élèves au cycle 2 et 3. Et la majorité des propositions pédagogiques que je vais vous présenter aujourd'hui sont issues de travaux que nous avons menés ensemble avec Anne Lejuste. Voilà, donc professeur des écoles à Orléans. Alors, lorsqu'il s'est agi d'identifier une thématique à traiter pour parler de l'EMI au cycle 2 et 3, on n'a pas choisi celle-ci par hasard, lire une image d'actualité, tout simplement parce que plus un élève est jeune et plus la place que prend l'image dans sa perception d'un ensemble informationnel, qui peut être image animée plus de l'audio, ou alors image fixe et de l'écrit, plus la place prise par l'image est importante. C'est d'autant plus vrai avec des petits lecteurs, donc des élèves de cycle 2 qui sont au CP ou au CE1. Et lorsqu'ils sont confrontés à cet ensemble-là, évidemment, l'image prend une place très importante et c'est donc très important pour eux d'être en capacité de décrypter certaines choses qui peuvent leur permettre de comprendre mieux, ou en tout cas le mieux possible, ce qui leur est proposé. Alors, avant d'entrer complètement dans le vif du sujet, je vais faire un petit rappel que j'aime bien faire. Et je m'en excuse, je sais que ce n'est pas forcément la partie la plus attractive de ces présentations. Et je vous promets de passer très vite sur la question de l'EMI dans les programmes au cycle 2 et 3. Alors, vous le savez, l'EMI, elle est citée très rapidement dans les préambules des programmes des cycles 2 et 3, mais moi, je reviens toujours sur le fait qu'il y a un document qui peut nous permettre, nous professeurs des écoles, d'organiser au mieux notre travail en éducation média à l'information. Ce sont des orientations pour l'EMI qui ont été publiées par le Conseil supérieur des programmes en 2018. Si vous ne connaissez pas ce document, si vous ne savez pas où il se trouve, c'est sur EduScol, juste en dessous des programmes du cycle 2 et des programmes du cycle 3. Vous pouvez les trouver à cet endroit-là. Alors, ces orientations, elles sont intéressantes parce qu'il y a deux grandes idées qui en émanent. La première, et c'est extrêmement intéressant, c'est la progressivité. Vous le voyez, entre guillemets, un extrait de ces orientations où on insiste vraiment sur le fait que les compétences s'acquièrent de manière progressive. On parle d'activités régulières, on parle de situations concrètes et variées. Voilà, et variées, ce qui fait le pont avec la deuxième grande idée de ces orientations, à savoir la transversalité de l'éducation média à l'information, qui est vraiment l'atout majeur de cette discipline, puisqu'on peut faire de l'EMI en travaillant plein de compétences. Et donc, l'extrait que j'ai choisi de mettre en avant ici, l'EMI n'est pas une matière à part, elle peut être intégrée, elle doit être intégrée à tous les enseignements et elle contribue à tous les apprentissages scolaires autant qu'elle s'en nourrit. Alors, ces orientations sont divisées en 4 grands champs que je vais juste expliciter très rapidement. Le premier, s'approprier un espace informationnel. Là, on parle de culture médiatique, c'est-à-dire de faire découvrir aux élèves les médias sous leurs différentes formes, qu'on parle de médias papier, de médias audio, de médias vidéo ou autres. Les compétences infodocumentaires. Alors là, très clairement, on est sur les fondamentaux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une information, où est-ce qu'on la trouve, comment on la vérifie, comment on l'exploite. Création et collaboration, là c'est un petit peu la finalité de tout projet en éducation média à l'information, c'est-à-dire la production médiatique. Les élèves vont ensemble écrire, publier, réaliser une production médiatique. Et enfin, le dernier champ,
Citoyenneté et capacité à agir, comme son nom l'indique. Là, on va parler de droits et responsabilités dans l'usage des médias, mais on va parler aussi de liberté d'expression. Alors, au-delà de ces 4 grands champs, ces orientations permettent aussi de faire des liens, faire des ponts avec de multiples entrées dans les programmes. Évidemment que lorsqu'on va faire de l'éducation média à l'information en classe, on va travailler le langage oral et le langage écrit avec les élèves. Évidemment qu'on va travailler en UMC, puisqu'on va parler esprit critique. Quand on parle EMI, on parle fatalement esprit critique. On va parler citoyenneté, on va parler coopération. On peut parler mathématiques aussi, parce que lorsqu'on va traiter par exemple des infographies, on va s'intéresser à des tableaux, des graphiques, du traitement de données. On va utiliser les outils numériques, pas tout le temps, mais souvent, lorsqu'on va faire de l'éducation média à l'information. Et puis, on va faire des arts plastiques aussi, parce que, et là c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, le travail sur l'image est très présent lorsqu'on parle d'éducation aux médias et à l'information. Typiquement, aujourd'hui, dans les activités que je vais vous proposer, on va parler français, on va parler EMC, on va parler outils numériques, on va parler travail sur l'image. Donc, ce sont des activités très riches et très complètes. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord vous poser une petite question. Mais avant cela, lire une image d'actualité, c'est savoir avant tout à la décrire, évidemment. Et là, c'est valable pas seulement pour les images d'actualité, pour tout type d'image. C'est important de travailler avec les élèves le fait de décrire une image, savoir ce qui s'y passe, essayer d'être le plus précis possible dans cette description. Le deuxième aspect, et ça c'est le plus important lorsqu'on parle d'une image d'actualité, c'est de pouvoir la comprendre dans son contexte. Voilà. Donc, lire une image d'actualité, c'est la décrire et la comprendre. Voilà, les deux vont forcément ensemble. Alors, vous voyez l'image que je vous ai proposée ici. Attendez, juste un instant. Donc, voilà, c'est la question que je voulais vous poser. C'est, à votre avis, en quoi elle pose problème, cette image d'actualité? Et là, je vais vous laisser répondre dans le chat et vous me dire, à votre avis, pourquoi cette image d'actualité peut poser problème. Je vous laisse une petite trentaine de secondes pour que vous puissiez formuler vos propositions. Ok, bon, j'ai lu un petit peu ce que vous avez mis dans la conversation. Effectivement, alors il y a des choses, il y a certains aspects qui sont intéressants, on va y revenir sur l'aspect potentiellement sensible de cette image, parce qu'on peut considérer qu'il peut être question de maltraitance animale, on va y revenir, effectivement. Mais évidemment, ce qui pose problème pour cette image d'actualité, c'est qu'en fait, ce n'est pas vraiment une image d'actualité, dans le sens où il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de légende, il n'y a pas de titre, donc elle n'est reliée à aucune actualité. En soi, ce n'est donc pas une image d'actualité. Et c'est pour ça que je vous disais, et je suis allé un petit peu plus vite que la musique, qu'une image d'actualité, il faut savoir la décrire et il faut savoir la comprendre dans son contexte. Donc, je vais vous proposer, et j'insiste sur ce mot, tout ce que je vais vous montrer maintenant relève de l'ordre de la proposition pédagogique. Je vais vous proposer donc une séquence de 4 séances pour apprendre à décrire une photo d'actualité et en comprendre le sens, parce que les deux vont ensemble. Cycle 2 et 3, c'est-à-dire que la démarche, elle a été, je le sais, puisqu'on l'a travaillé avec Anne Lejuste, dont je vous parlais tout à l'heure, avec des élèves de CE1, mais la démarche est tout à fait adaptable avec des élèves de cycle 3. Donc, pour démarrer, avant de démarrer cette séquence, il y a quand même quelques prérequis très importants, voire même indispensables. Le premier, c'est de connaître la définition d'une information et surtout, très important pour les élèves, être capable de leur côté de distinguer une information d'une opinion, d'une anecdote ou d'une rumeur. Voilà, être au clair sur ces aspects-là, savoir qu'une information, c'est quelque chose qui concerne beaucoup de monde, qui est vérifié et qui est nouveau. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est très important avant d'aborder cette séquence-là. Deuxième aspect, connaître les éléments constitutifs d'une information, les fameux 5 W.
essayer d'être capable, lorsqu'on produit une information, lorsqu'on a face à soi une information, de repérer ou de produire les réponses aux 5W. Et puis, dernier aspect, pour la séquence que je vais vous proposer, être en capacité d'utiliser un moteur de recherche sur Internet. Pour travailler sur ces prérequis, je peux vous proposer plusieurs pistes, si vous le souhaitez. La première, c'est d'aller consulter les replays, les enregistrements des webinaires d'accompagnement de la SPME de l'an dernier, où justement nous avions abordé les questions fondamentales de définition de l'information et des éléments constitutifs d'une information. Donc là, c'est pareil, c'est un petit peu le même schéma que ce que je vais vous proposer aujourd'hui. C'était des séquences de 4 séances sur ces thématiques-là. Deuxième piste pour ces prérequis, une fiche pédagogique qui a été publiée l'an dernier dans une publication du CLEMI, Les Essentiels me semble-t-il, sur rechercher une information sur Internet pour des élèves du premier degré. Et puis enfin, et là c'est pour vous, la plateforme de formation INSP. Je ne sais pas si tout le monde la connaît. Il s'agit d'une plateforme de formation à distance qui a été développée par Réseau Canopé. Il y a plusieurs domaines qui sont abordés par cette plateforme qui regroupe, si je ne me trompe pas maintenant, une bonne vingtaine, presque trentaine de parcours de formation. Et il y en a 4 qui ont été produits par le CLEMI, 4 parcours, dont 3 qui constituent, on va le dire, une base de fondamentaux. Le premier parcours porte sur la construction de l'information, le deuxième parcours sur la hiérarchisation de l'information, le troisième parcours sur les désordres de l'information. Et puis un parcours un peu détaché qui est consacré au dessin de presse. Merci Pauline pour le lien. À chaque fois, dans ces parcours, vous avez la même démarche qui est proposée, à savoir des apports de connaissances dans une étape numéro 1, ensuite des cas pratiques pour vous, où généralement vous vous mettez dans la peau de journaliste pour répondre pour participer à différentes activités et pour réinvestir vos apports de connaissances. Et l'étape 3, ce sont des séances filmées tournées en classe qui permettent de réinvestir de façon pédagogique tous les apports de connaissances et les cas pratiques que vous avez auxquels vous avez pu participer dans le cadre du parcours. Donc, l'inscription à la plateforme, elle est gratuite, elle se fait avec votre adresse académique, vous créez un compte, et puis après, vous pouvez naviguer sur les différents parcours. Pour chaque parcours, il faut compter peut-être 1h30 à 2 heures pour les faire en totalité. Et en tout cas, ça vous permettra, si vous le souhaitez, d'être tout à fait au clair sur les différentes notions. Voilà pour les prérequis. Alors ensuite, je vais aborder donc le début de cette séquence. Et alors non, ce ne sont pas les mêmes formations que celles qui sont proposées sur Magister. C'est totalement différent. Merci Pauline, pardon, j'ai répondu. Je vais arrêter d'avoir l'œil sur cette conversation. Première séance, décrire l'image. On l'a dit, c'est la première démarche à avoir lorsqu'on va travailler sur cette thématique avec les élèves. Donc vous allez proposer aux élèves une image d'actualité sans aucun élément de contexte, un petit peu ce que j'ai fait tout à l'heure avec vous, avec cette photo de rhinocéros. Très important, l'image, elle doit pouvoir être polysémique, c'est-à-dire être comprise de différentes manières, parce que justement, ça va être l'intérêt de l'activité, ça va être d'essayer de découvrir quel est le véritable sens de cette image. Ensuite, dans un deuxième temps, on va commencer à demander aux élèves d'observer attentivement et de décrire l'image le plus précisément possible. Et là, on peut se permettre de leur apporter différents termes qu'on peut utiliser dans le cadre de la lecture d'images classique: premier plan, arrière-plan, flou ou net. Voilà, ces choses-là, sans forcément aller plus loin, mais simplement, ça permet d'être pour eux le plus précis possible dans leur description, lorsqu'ils vont dire, au deuxième plan, on voit ce rhinocéros, il est un peu flou, mais on comprend que c'est un rhinocéros. Au premier plan, on voit un homme qui tient un outil qui pourrait être un couteau ou une scie. Voilà. Une fois que vous avez, et pendant que les élèves font la description, là on est en groupe classe, on est vraiment tous ensemble, l'enseignant ou l'enseignante liste les éléments qui sont cités par les élèves sur une affiche. Dernier temps de cette première séance, il va falloir associer les différents aspects identifiés par les élèves aux fameux 5W, aux éléments constitutifs de l'information. C'est-à-dire qu'on va essayer de répondre à la question « qui ». Donc le qui, on a un rhinocéros et puis on a des hommes, pas très précis. Le où,
ne sait pas vraiment. Le quoi, eh ben, là, on voit, oui, donc on peut faire des suppositions. Mais bref, l'essentiel de cette étape-là, c'est de leur faire constater qu'on ne peut pas effectuer les associations avec certitude, qu'on va pouvoir répondre en partie, et encore sans en être certain, à certains des 5 W, mais qu'on ne peut pas effectuer les associations avec certitude. Voilà pour cette première séance. Et on va la conclure avec une trace écrite qui va synthétiser la démarche d'observation que vous avez effectuée, c'est-à-dire on va parler du premier plan, on va parler du deuxième plan, on va dire ce qui est flou, ce qui est net, et surtout, on va établir qu'on ne peut pas comprendre le sens d'une image d'actualité si on est privé de son contexte, s'il n'y a pas de légende, s'il n'y a pas de titre ou s'il n'y a pas d'article qui l'entoure et qui permet de comprendre son sens. Ensuite, pour prolonger cette séance 1, on va passer à la séance 2, où justement on va insister sur ce qu'on a commencé à faire, c'est-à-dire l'importance du contexte. Donc, on va leur demander aux élèves de formuler en les justifiant. C'est très important. Moi, je pense que là, il est passé ceci parce que. Donc, en justifiant des hypothèses sur le sens de la photographie d'actualité. Et on note les différentes propositions qui sont formulées par les élèves au tableau. Et puis, dans un deuxième temps, une fois qu'on a toutes ces propositions, on va leur présenter l'image d'actualité dans son contexte pour identifier en quelque sorte le grand gagnant ou les grands gagnants, ceux qui avaient identifié l'hypothèse qui se rapprochait le plus ou qui était conforme à la réalité. Alors on va faire cette chose-là ensemble. Je vais vous réafficher l'image en grand et je vais vous proposer là dans la prochaine minute de taper dans la conversation des hypothèses sur ce qui se passe à votre avis sur cette image. Allez, encore une quinzaine de secondes et puis après on va passer à la réponse. Donc là, en lisant vos interventions, il y a plusieurs, comme ce qui va se passer en classe d'ailleurs, il y a plusieurs hypothèses qui surgissent. Certains parlent de braconniers qui vont sectionner la corne du rhinocéros. D'autres parlent de vétérinaires qui sont là pour proposer des soins à l'animal. Là, je vais être endormi pour être soigné. Voilà. Donc, effectivement, sans le contexte, on ne peut pas être certain de ce qui se passe. Et voilà le contexte. Donc, effectivement, on est en présence alors j'espère que vous arrivez bien à lire la légende en dessous de la photo. Des rangers du ranch de John Hume coupent la corne d'un rhinocéros anesthésié pour le protéger des braconniers le 3 février 2016 à Klerksdorp, dans le nord-ouest de l'Afrique du Sud. Voilà. C'est paru dans Science et Avenir et on voit le titre Afrique du Sud, une armée privée défend un ranch de rhinocéros. Là, j'ai fait une capture d'écran, mais en dessous, évidemment, il y a tout un article qui explique ce qui se passe autour de cette actualité. Voilà. Donc, ce qui est important ici, c'est de voir et de montrer aux élèves, une fois qu'on a identifié lequel parmi eux s'était rapproché le plus de la vérité, que simplement en lisant la légende de la photo, on a les 5 W. Ils y sont tous. On répond à qui, on répond à où, on répond à quand, on répond à quoi, on répond à pourquoi. Tout est là. Voilà. Et donc ça, c'est essentiel, c'est-à-dire que le contexte, la légende et le titre permettent de comprendre sans absolument aucun doute ce qui passe sur la photo. Voilà, donc je reprends le cours de la séance. Donc, une fois que vous avez fait cette étape-là, justement, on va faire identifier par les élèves tous les éléments qui vont permettre de comprendre l'image, à savoir ce que je viens de vous citer, la date de parution ou la date à laquelle se passe l'action, la publication concernée
ce qui va permettre aussi de renforcer la culture médiatique des élèves, identifier que ceci, c'est un site d'information, à distinguer d'autres types de choses qu'on peut trouver sur le web, comme des blogs ou autres. Le titre et le sujet de l'article, et surtout la légende photo. On peut aussi ajouter, pourquoi pas, le crédit. Là, en l'occurrence, je crois que c'était une photo de l'AFP, me semble-t-il. Je vais revenir dessus. C'est ça, une photo de l'AFP. Voilà, on leur fait noter tous ces éléments-là. Et donc, on conclut la séance par une trace écrite qui permet de lister tous les éléments de contexte qui permettent, eux, de comprendre le sens d'une image d'actualité. Et ensuite, on va réinvestir. C'est l'objet de la séance 3. On va demander aux élèves d'aller chercher le sens d'une photo d'actualité. Donc là, on n'est plus en grand groupe, on va les répartir en groupes de 3 ou 4 pour faciliter des petits échanges et des réflexions communes. On va leur proposer à chacun de ces groupes une image d'actualité sans aucun élément de contexte. Un petit peu comme ce qu'on a fait tout à l'heure avec le rhinocéros. Vous allez leur reproposer les traces écrites des séances précédentes qui vont leur permettre d'avoir sous les yeux la liste des éléments de contexte et la façon dont on doit s'attacher à être précis pour bien décrire une image. Et puis, donc, ils vont la décrire, cette image qu'ils ont sous les yeux, et ils vont formuler des hypothèses. À titre indicatif, j'ai dit 2 par groupe pour éviter que ça parte vraiment dans tous les sens et que la suite de la séquence soit trop compliquée. Et puis, en formulant des hypothèses, il faut qu'ils s'appliquent autant que possible à répondre à chacun des 5 W. Par exemple, si on reprend la photo du rhinocéros, il faudrait essayer de formuler une hypothèse du genre « Je crois qu'il s'agit d'un rhinocéros qui est en Afrique, peut-être de nos jours, attaqué par des braconniers qui vont lui couper sa corne. » Voilà. Formuler des hypothèses en essayant de répondre aux 5 W. À ce moment-là, l'enseignant a un rôle très important, celui de circuler entre les groupes pour guider les échanges nécessaires, parce que les élèves vont peut-être passer à quelque chose de très important et peut-être que ça peut être intéressant pour éviter que l'activité perde de son intérêt de les remettre sur le droit chemin sans leur donner la réponse, mais simplement en les guidant. Et puis surtout, ce que je vous disais tout à l'heure, les contraindre à ne pas formuler un trop grand nombre d'hypothèses, parce que sinon après ça va complexifier la tâche qui va suivre. Parce que pour chaque hypothèse proposée, les élèves établissent une liste de quelques mots-clés. Voilà. Donc, et les mots-clés, idéalement, ils vont être en lien aussi avec les 5 W. C'est-à-dire que si on pense que la scène se passe en Afrique, Afrique, ça peut être un mot-clé intéressant. Évidemment que pour la photo qui nous occupe, rhinocéros est un mot-clé incontournable. Et après, il faut qu'ils réfléchissent entre eux, qu'ils débattent entre eux, avec pourquoi pas l'aide de l'enseignant qui circule toujours dans la classe entre les groupes, pour essayer de déterminer 4 ou 5 mots-clés qui vont leur permettre d'effectuer une recherche. Parce que, voilà, c'est la séance 4, il va falloir aller vérifier ces hypothèses. Donc, les groupes d'élèves, ils vont aller rentrer des mots-clés pour chacune de leurs hypothèses dans un moteur de recherche en utilisant la fonction image. Si la recherche aboutit, ils vont noter sur leur fiche élèves tous les éléments de contexte autour de l'image, c'est-à-dire ce qu'on a repéré tout à l'heure autour de la photo du rhinocéros. Donc, c'est dans la séance 2. Quel type de publication, la date, les éléments de légende, peut-être le crédit, etc., etc. Si la recherche n'aboutit pas, voilà, c'est-à-dire que si les mots-clés n'ont pas permis de trouver la photo, alors ils vont avoir plein de photos qui vont sortir. Donc, il va falloir scroller, il va falloir être patient, il va falloir chercher. Mais si ça n'aboutit pas, là, l'enseignant va avoir dans sa poche une petite liste de mots-clés parce qu'évidemment, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais c'est extrêmement important. En amont, vous allez tester ces recherches-là en essayant de vous mettre à la place des élèves et en essayant de tester une liste de mots-clés de votre côté. Si vous voyez qu'il y a un mot-clé très important qui n'apparaît pas dans la liste, vous pouvez leur souffler pour qu'ils retentent leur chance et qu'ils essayent de faire en sorte que leur recherche aboutisse. Voilà. Touc. Et puis, pour finir, l'enseignant va organiser un retour collectif durant lequel chaque groupe va présenter l'image sur laquelle il a travaillé et les éléments de contexte obtenus. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, chaque groupe puisse retracer pas à pas la démarche qui a été la sienne. C'est-à-dire,
quelles hypothèses ont été formulées et pourquoi. C'est-à-dire, nous, on pense que parce que, donc là, on est dans le. Ça veut dire qu'il aura fallu effectuer une description la plus précise possible pour formuler une hypothèse. On a pensé ça parce que. Ensuite, ils vont devoir préciser les mots-clés qu'ils ont utilisés pour les associer à leurs différentes hypothèses. Et là, de la même manière, ils vont expliquer pourquoi ils ont choisi tel ou tel mot-clé en disant on a choisi Afrique parce que pour nous, on avait l'impression que ça se passait en Afrique. On a choisi braconnage parce que pour nous, il s'agissait de braconniers, etc., etc. Et surtout, très important, parce que c'est l'aboutissement de la démarche, ils vont devoir présenter l'ensemble des éléments de contexte qu'ils ont obtenus. Voilà. Et là, c'est important parce que peut-être qu'ils vont avoir une seule image qui va sortir. Enfin, en tout cas, je reformule. Peut-être que l'image va sortir une seule fois. Auquel cas, ils n'auront pas le choix, ils vont présenter ce qu'ils auront trouvé. Mais peut-être que l'image va sortir plusieurs fois et dans des cadres qui seront différents. Je disais tout à l'heure, ça peut tout à fait sortir sous la forme dans le cadre d'un site d'actualité, comme Science et Avenir tout à l'heure pour le rhinocéros, mais ça peut aussi sortir dans le cadre d'un blog, et auquel cas, c'est intéressant avec les élèves aussi d'essayer de catégoriser les sources dans lesquelles on va pouvoir trouver les solutions aux recherches qui sont effectuées. Ça participe à la formation de la culture médiatique des élèves. C'est peut-être l'un des aspects les plus compliqués de cette séance-là, parce qu'effectivement, ils ne savent pas, ils connaissent pas la plupart des titres de presse écrite qui ont des sites internet évidemment, et sur lesquels on va pouvoir retrouver les photos d'actualité. Donc c'est important pour eux de les accompagner à ce moment-là pour que leur culture médiatique s'en sorte renforcée. Alors, le choix de l'image. Il est important parce qu'il faut que l'image soit compréhensible par les élèves et il faut qu'elle respecte aussi leurs émotions. J'ai vu tout à l'heure dans la conversation, lorsque j'ai présenté l'image du rhinocéros, attention, ça peut-être heurter la sensibilité des élèves parce que potentiellement il y a un contexte de violence animale. Alors au final, on sait que ce n'est pas le cas, même s'il est sous-jacent, puisque c'est pour les protéger des braconniers que les rangers vont couper la corne du rhinocéros. Mais effectivement, il faut veiller, et ça c'est à vous de voir en fonction de ce que vous connaissez de vos élèves et de votre classe, quelle photo on peut trouver. Et évidemment, il faut que la photo, j'insiste là-dessus, soit polysémique. Je reviens sur la question des émotions. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la photo qui était en une du dossier pédagogique et qui était à l'affiche de la SPME l'an dernier. C'était cette jeune Ukrainienne assise sur un banc qui pianotait sur son smartphone dans un parc, et puis derrière elle, il y avait un immeuble détruit par les bombardements. On a eu des retours de certains collègues qui accueillaient des jeunes élèves ukrainiens et ukrainiennes réfugiés en France, et évidemment, travailler sur cette photo-là, ce n'était pas forcément évident. Certains l'ont fait, et ça s'est avéré d'une grande richesse parce qu'il y a eu des témoignages puissants des élèves ukrainiens, et puis certains l'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas voulu heurter, et on peut tout à fait le comprendre. Donc ça, c'est vraiment à vous de mesurer tout ça. Alors, on va, si vous le voulez, les images que je vous propose, vous pourrez éventuellement les réutiliser. Je vous propose, parce qu'on a le temps, de formuler des hypothèses aussi sur l'image que je vous propose là. À votre avis, qu'est-ce qui se passe sur cette image ? Voilà. Alors effectivement, encore une fois, et c'est normal, plein d'hypothèses que vous formulez. J'ai vu passer la thématique d'un épisode de pollution en Chine. J'ai vu passer un épisode de Covid-19, enfin en tout cas
la période de Covid-19 dans un pays asiatique, une sortie scolaire, traverser, bon, bref, il y a plein de choses. Pendant le Covid, enfants traversent la rue l'hiver en Asie. Ben voilà, typiquement, c'est ce qu'on peut observer. Et je vous ai proposé cette photo parce que pour des élèves aujourd'hui en cycle 2 ou 3, et qui ont donc connu la pandémie et qui ont dû porter un masque à l'école, il y a un biais évident pour eux, et d'ailleurs lorsqu'on leur a proposé cette image-là, la première hypothèse qui leur est venue, forcément, c'est celle du Covid. Alors, ils ont formulé des hypothèses en disant ils ont perçu qu'évidemment, il s'agissait d'élèves et d'une enseignante visiblement d'un pays asiatique, mais ils sont partis sur l'épisode de Covid-19, la pandémie de Covid-19 et l'obligation de porter un masque. Or, la photo a été prise en 2015 ou 2016 pendant un épisode de forte pollution en Chine et dans lequel tout le monde est invité à circuler dans les rues à pied en portant un masque. Alors, je réponds à celle-ci, Pauline. Je demande l'autorisation de répondre à celle-ci. Si, je vous assure, madame, que les élèves ils vont formuler plusieurs hypothèses parce que, en fait, c'est justement pour ça qu'on leur demande d'en formuler deux. D'ailleurs, c'est pas, j'ai dit maximum 2 tout à l'heure pour éviter que ça parte dans tous les sens, mais c'est en fait 2 obligatoirement, justement, pour éviter qu'on se limite à un seul chemin et qu'il y en ait 2 qui soient testables au moment de faire des recherches. Et donc, en numéro 1, ils vont mettre évidemment le Covid, mais en 2, celle qui est arrivée le plus souvent, c'est la question de la pollution. Parce que certains élèves vont taper brouillard, etc. Et puis, au fur et à mesure, ça va cheminer et ils vont penser à un épisode de pollution. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important que chaque groupe d'élèves, dans la séquence que je vous ai proposée tout à l'heure, pour chaque image étudiée, puisse proposer 2 hypothèses. Autre photo, et je vous propose la même démarche. À votre avis, que se passe-t-il sur cette photographie ? Alors, encore 10 secondes, mais bon. Effectivement, encore une fois, des hypothèses. Donc, la première hypothèse qui est apparue dans la conversation, mais comme dans les propositions des élèves, c'est, alors, la notion d'éclipse, elle est arrivée mais un peu tardivement, mais en gros, oui, ils filment la Lune ou ils se prennent en selfie sous un clair de lune. Voilà, ça c'était la première hypothèse. La deuxième hypothèse, je l'ai vue, elle est pas facile à déterminer. Il y a plein de choses qui sont parues, mais il y a la question de selfie, voilà, qui est revenue régulièrement. Cette image, elle est assez connue, elle date de 2015, me semble-t-il. Elle avait fait, d'ailleurs, elle a été l'affiche de la SPME 2015. En fait, il s'agit, et j'ai vu passer la bonne réponse dans la conversation, il s'agit de migrants qui, sur leur route tortueuse, sont échoués sur une plage et qui cherchent du réseau pour essayer de contacter leur famille, d'où les bras en l'air, pour essayer d'attraper du réseau si jamais il devait y en avoir. Donc ça, c'est pareil, ça a été soumis à des élèves. Alors, la séance dont je vous parle, vous pouvez la retrouver à 2 endroits différents avec quelques adaptations. Le premier endroit, c'est le dossier pédagogique de la semaine de la presse de l'an dernier. C'est une fiche pédagogique que nous avons réalisée avec Anne sur cette thématique-là. Et le deuxième endroit, c'est la plateforme INSP dont je vous parlais tout à l'heure, parce que la séance tournée en classe, eh bien, elle est sur cette thématique-là. C'est donc sur le parcours sur les désordres de l'information, la séance de classe du premier degré, parce qu'il y en a aussi dans le second degré, mais c'est la séance de classe premier degré. Et donc là, il s'agit donc de migrants.
Alors vous allez dire, migrants, une thématique pas forcément facile à aborder, et c'est vrai, mais tout dépend du contexte. Et pour le coup, ma collègue Anne avait choisi cette photo parce que l'immigration fait partie des thématiques quotidiennes des élèves. Voilà, donc c'est quelque chose qu'ils connaissent, et elle avait choisi de travailler là-dessus auparavant, et donc elle a choisi de prolonger son travail avec cette photo-là. Ils ont trouvé la photo parce qu'ils avaient cherché avec des mots comme téléphone, lune, plage, et ils ont mis Afrique aussi parce qu'ils ont cru détecter qu'il pouvait s'agir de personnes originaires de ce continent, et ils ont fini par trouver la photo parce que aussi c'est une photo très connue. D'où l'importance, et je reviens là-dessus, de choisir avec soin la photo et d'effectuer en amont vous-même les tests pour voir de quelle façon on peut retrouver avec les bons mots-clés les photos pour ne pas mettre les élèves trop en difficulté. Voilà pour cette photo. Donc, on arrive au terme de la séquence que je voulais vous proposer. Et en termes de prolongement possible, là, on va aborder du coup la question, alors c'est un grand mot, mais quand même, de la désinformation. Pourquoi pas? Parce qu'on va expliquer aux élèves le fait que des images d'actualité, elles peuvent être détournées de leur sens initial de plusieurs façons. Parce que là, on leur a fait comprendre que sans le contexte, on ne pouvait pas comprendre une image. L'étape suivante, c'est de leur dire que une image, elle peut être recadrée, elle peut être filtrée, retouchée, que le contexte peut être modifié, et du coup, on ne la comprendra pas dans son sens premier. Et même aujourd'hui, il y a une thématique qui s'impose de plus en plus, c'est qu'une image d'actualité, elle peut être créée de toutes pièces grâce au générateur d'images de l'intelligence artificielle. Donc là, on va utiliser la démarche que je vous ai proposée, potentiellement la même, pour aller évaluer l'information. C'est-à-dire que vous pouvez proposer aux élèves des photos qui ont été retouchées, filtrées, recadrées, avec un contexte modifié ou créé par l'IA, et leur demander d'aller effectuer la même recherche pour vérifier si cette photo est authentique ou non. Voilà. Alors, je vais vous en proposer quelques-unes. Ici, on a une photo qui a circulé sur X, anciennement Twitter, et qui parle d'un lion incroyablement rare, un lion noir. Il y en a seulement quelques-uns qui existent sur Terre. Il y en a tellement seulement quelques-uns qu'il n'y en a pas du tout qui existent sur Terre. Le lion noir, ça n'existe pas. En fait, la photo originale, c'est un lion blanc. Alors là, c'est très rare aussi, mais ça existe, un lion blanc. Et donc là, la photo a été travaillée, retouchée, pour que le lion apparaisse noir sur le cliché. Ici, on a une photo authentique au départ. On est en Catalogne au moment des référendums, vous savez, sur l'indépendance de la région catalane en Espagne. On voit des manifestants qui s'opposent aux forces de l'ordre. La photo est authentique, sauf que le drapeau, au début, n'apparaissait pas sur la photo. Le drapeau de la Catalogne a été rajouté avant que cette photo soit mise en circulation et devienne même virale, parce qu'elle était devenue symbolique de la lutte, entre guillemets, du peuple catalan face à l'oppression des Castillans et du régime espagnol. Et donc, c'était devenu un symbole, sauf que, encore une fois, la photo a été trafiquée, le drapeau catalan a été ajouté. Une dernière photo, ici. Celle-ci, c'est une photo issue de l'intelligence artificielle, d'un générateur d'images doté d'intelligence artificielle. C'est Lionel Messi, le footballeur, mais intégré comme étant un personnage d'un jeu vidéo qui s'appelle The Last of Us, donc qui n'est pas censément être connu des élèves du premier degré parce que un peu trop violent pour cela normalement. Pour autant, Lionel Messi, c'est un personnage connu et ça a été généré par un moteur, un générateur d'images d'intelligence artificielle. Alors, pardon, je voulais revenir sur un aspect en particulier sur ces images-là. Je vous parlais du choix des photos. Parmi ces trois photos-là, à mon sens, mais je voulais vous soumettre la question, il y en a une qui n'est pas adaptée pour des élèves de cycle 2 et 3. C'est celle du milieu, c'est celle qui se passe en Catalogne. Tout simplement parce que là, si on adopte la démarche que je vous ai présentée, on va retomber sur des termes comme référendum, même Catalogne, manifestation, des choses comme ça qui ne sont pas extrêmement compréhensibles
est abordable au premier abord par des élèves de cycle 2 et 3. On peut travailler dessus, pourquoi pas, mais ça implique un travail et une démarche supplémentaire. Donc, à mon sens, celle-ci, elle fait partie justement des images, et c'est pour ça que je l'ai mis, c'est un contre-exemple que je voulais vous proposer, d'images trafiquées, certes, mais qu'il est compliqué de proposer à des élèves de cycle 2 et 3. En revanche, pour moi, aucun problème proposer de travailler sur le lion noir. L'animal est connu des élèves même très jeunes. Et là, il n'y a aucune difficulté pour aller identifier la photo en effectuant une recherche inversée sur un moteur de recherche. De la même manière, ici, j'ai pris un footballeur très connu. A priori, vous aurez toujours des élèves qui connaîtront ce footballeur, Lionel Messi. Et donc, encore une fois, c'est très important de partir d'éléments que les élèves sont susceptibles de connaître ou qui font partie de leur environnement. Et voilà. Et avant de passer à la petite quinzaine de minutes consacrée aux questions-réponses, je vous ai préparé une petite page avec des ressources parce que la présentation, vous en disposerez dans pas très longtemps. Pauline vous confirmera ça juste après, mais elle sera à votre disposition. Le site du Clémy, sur lequel se trouve un grand nombre de ressources. Le dossier pédagogique de l'SPME 2023, pourquoi? Parce que, je vous le disais tout à l'heure, il y a la fiche pédagogique dont sont inspirées les séances que je vous ai proposées tout à l'heure. Le dossier pédagogique de la SPME 2024, il est tout frais, tout beau, il vient de sortir, et donc le lien est actif ici. Un parcours magistère sur lire l'actualité, parce qu'il y a aussi cette démarche-là qui peut être intéressante à mener en parallèle avec les élèves. Et puis les liens vers les 4 parcours INSPE, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui vous permettront, vous, à la fois d'être tout à fait au clair sur les différentes notions qui sont abordées, la construction de l'information, la hiérarchie, les désordres, mais aussi le dessin de presse, mais qui vous donneront aussi des billes, des idées pour proposer des séances dans vos classes. Et puis, en bas, mon contact que vous pouvez utiliser comme vous le souhaitez, si vous souhaitez des précisions sur ce que j'ai présenté aujourd'hui. Voilà, j'ai tenu le timing, Pauline Didon. Tu as été parfait. J'ai une petite quinzaine de minutes pour répondre à vos questions, si vous en avez. Alors, le temps que vous envoyez toutes des questions, si vous en avez, je vais revenir sur des questions qui ont été posées dans le chat et qui méritent qu'on revienne dessus pendant la séance. Donc, il y en avait une, j'arrive plus à la retrouver exactement. Vous m'excuserez de trahir l'esprit, enfin de trahir peut-être le texte, mais normalement, je reste dans l'esprit, sur la réglementation et l'utilisation des images de presse en classe. Alors, pour montrer une image de presse, il n'y a aucune restriction. Vous pouvez projeter une image de presse, afficher une image de presse dans votre classe. On est dans le droit à l'information, on est dans l'exception pédagogique qui peut éventuellement entrer en jeu là, tant que vous restez au sein de la classe. Là où il y a une réglementation qui va pouvoir s'appliquer, c'est si vous faites une publication qui va sortir de la classe. Vous faites un journal avec les élèves, ils décident de prendre une image de presse qu'ils ont trouvée sur Internet pour illustrer un article et vous voulez mettre l'article en libre accès sur un Calaméo à disposition de tout un chacun. Le blog de l'école, comme il y a un mot de passe et que c'est que les parents d'élèves, c'est pas tout à fait pareil, mais vous voulez le mettre sur le blog de la classe ouvert à tout le monde, là, vous pouvez avoir des soucis. Il y a eu des cas d'agences de presse, dont je tairai le nom, d'agences de presse françaises, mais que je ne veux pas dire de qui il s'agit, mais qui ont effectivement envoyé des factures à des établissements parce que sur le site du collège ou sur le site de l'école, ils avaient trouvé, ils ont des robots en fait qui passent au crible Internet et ils ont trouvé des photos venant de leur fonds qui avaient été utilisées sans autorisation sur ces sites-là et ils ont envoyé les factures. Donc, vous ne pouvez utiliser aucune photo de presse trouvée sur Internet pour une publication d'élèves qui va sortir du cadre de la classe. À partir du moment où ça reste dans le cadre de la classe, vous pouvez prendre n'importe quelle photo pour pouvoir la diffuser au sein de la classe et la montrer à vos élèves. Ensuite, nous avions une question sur la réglementation par rapport à l'IA. Voilà. Est-ce que l'IA est utilisée et est réglementée en médias? Alors, pour les utilisations, je vous invite à vous inscrire au webinaire qui aura lieu le 8 février à 17h avec Xavier Eutrope sur l'utilisation de l'IA par les médias. Mais je peux déjà répondre dans votre question que c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de législation. Donc, je ne peux pas vous renvoyer un texte de loi qui dise qu'on n'a pas le droit de faire ou pas. Par contre, les rédactions font des choix, se dotent de codes de conduite au sujet de l'IA qui vont dépendre des rédactions
sur ce qu'on va autoriser, ce qu'on va s'autoriser à faire avec une intelligence artificielle ou pas, que ce soit dans la rédaction de texte, dans l'assistance à la rédaction de texte ou dans l'illustration. Et vous aurez des réponses beaucoup plus fournies, complémentaires et précises de la part de notre intervenant le 8 février. Voilà. Et je me permets de préciser, Pauline, effectivement, il y a des médias qui assument Oui, le de le fait faire. d'utiliser de l'illustration par intelligence artificielle. Voilà, mais ils le précisent. Oui, Et c'est souvent sur des sujets qui ne sont pas, j'allais dire, engageants oui. sur la question de la validation de l'information, etc. Lorsque c'est un sujet très global et qu'il faut simplement une image d'illustration, ils se permettent de le faire. Moi, je pense à un magazine qui s'appelle SoFoot. SoFoot, par exemple, Ouais. qui est un magazine un peu décalé sur l'activité du football. Ben voilà, ils le font, ils le disent, ils l'assument, et globalement, ça pose aucun problème, mais parce que c'est dans ce cadre-là. Oui, ça pose aucun problème. Ça pose la question du travail d'illustrateur, du travail de photographe Ah, de presse. complètement. Voilà. Donc, il y a des questions, il y a toujours des questions. On peut toujours retrouver. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres questions Sinon, c'est pas grave, hein, c'est mercredi après-midi. Vous pourrez continuer à aller profiter de ce beau soleil qui réapparaît sur notre doux pays. Eh bien, je crois que nous avons épuisé votre stock de questions, puisque je n'en vois pas qui apparaissent dans le chat. Donc voilà, je vous invite à regarder notre offre de formation. Si vous ne l'avez pas fait, à aller voir les webinaires précédents. Pouvez-vous préciser la durée des différentes séances? Je te laisse répondre. Oui, C'est une alors ça, c'est tout à fait, c'est ce question que je vous disais tout d'expert. à l'heure. Moi, je suis parti sur des séances globalement d'1 heure. Voilà, sachant que, comme je le précisais aussi, c'est adaptable à vos effectifs, à vos élèves, au matériel dont vous disposez. Typiquement, la séance qui termine la séquence, où il va s'agir d'aller vérifier sur Internet les hypothèses en tapant des mots-clés. Si vous avez 5 ordinateurs à disposition, ça change la donne par rapport au fait que vous en ayez un seul ou deux. Voilà, et donc ça veut dire que votre organisation pédagogique va être différente. Donc, moi, je suis parti sur 1 heure globalement, donc 4 séances d'1 heure, avec évidemment les variations qui sont induites par vos environnements respectifs. Voilà. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, donc je conclue en vous disant, n'hésitez pas à aller télécharger le dossier pédagogique de la semaine de la presse 2024. Il y a de nombreuses fiches, quelques fiches à destination du premier degré. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Elles sont extrêmement bien construites, très pertinentes et très intéressantes. Oui. Comment avoir accès à la présentation, Pauline? Alors, Xavier nous enverra la présentation et avec ma collègue, quand nous ferons la mise en ligne du replay, vous pourrez télécharger la présentation sur la même page que celle du replay. Il sera disponible en fin de semaine prochaine, la semaine prochaine. Ah, On trouvera un jour. voilà. Bon, mais écoutez, merci beaucoup en tout cas pour votre attention et de vous être connecté cet après-midi à ce webinaire. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir à toutes et tous.